Notre invité ce matin, Ramayad. Bonjour Ramayad. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas reçu. Vous êtes vice-présidente de l'UDI, je le rappelle. Vous avez été secrétaire d'État aux droits de l'homme. Nous allons évidemment revenir sur l'affaire Buisson. Vous avez déjà rencontré Patrick Buisson, je crois. Non, je l'ai croisé. Vous l'avez croisé, non? Dans des réunions, voilà, c'est tout. Alors on va en parler. Vous n'avez jamais eu de communicant? Non, c'est vrai. Ça, c'est intéressant. Nous allons en parler. Nous allons évidemment commencer avec l'Ukraine, et je parlais de l'Europe aussi. Mais Ramayad, je voudrais prendre des nouvelles de Jean-Luc Borloo. Comment ça va? Je pense qu'il va bien parce que à distance, il continue à donner son avis sur la politique, évidemment, et il est informé régulièrement de l'évolution de l'UDI. De ce qui se passe. Oui. De l'UDI, notamment des municipales. Il manifeste un certain intérêt. Et des rapports un peu difficiles avec le MoDem parfois. On va en reparler, ma chère Ramayad, ça vous fait sourire, hein? Non? Quoi? Non, pas difficile. Ce sont des sujets très très sérieux. Bon, d'accord, ok. Alors, passons à un sujet extrêmement sérieux. Il s'agit de l'Ukraine. Crimée, référendum le 16 mars prochain, rattachement ou pas à la Fédération de Russie. La Douma a dit si les Criméens votent ce rattachement, eh bien, nous le validerons, ce rattachement. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, on assiste à quoi? À un face-à-face entre Barack Obama et Vladimir Poutine, que les choses soient claires. Nous sommes revenus effectivement aux plus belles heures de la guerre froide. L'Europe a complètement disparu de l'histoire qui s'est créée en ce moment, peut-être à part les Allemands, pour des raisons économiques. Oui, du gaz, sûr. La décision du Parlement de Crimée est absolument illégale et viole le droit international. Pour les Russes, il s'agit d'une annexion pure et simple. Je ne vois pas comment le qualifier autrement. Et je pense honnêtement que on a fait des erreurs dès le départ en n'ayant pas eu suffisamment un langage de fermeté vis-à-vis de la Russie. On sait que pour ces pays-là, la Russie, la Chine, ils n'entendent qu'un langage de fermeté. Et je regrette profondément que les Ukrainiens se trouvent aujourd'hui déchirés dans cette affaire, avec un risque de partition. Manifestement, Poutine veut restaurer l'Empire soviétique, et on sait qu'il voulait d'ailleurs faire une espèce d'union avec les ex-républiques soviétiques, et c'est bien pour cela qu'il a pesé de tout son poids pour que Yanukovych, l'ex-président ukrainien, renonce à l'accord d'association avec l'Europe. Oui, il ne croit plus à Yanukovych, il est sorti du jeu. Il est sorti du jeu, et c'est normal. Mais Ramayad, mettons-nous un peu à la place des Russes. Ils ne veulent pas d'une base américaine en Crimée, base militaire américaine en Crimée, sur la mer Noire. Et qui parle de Ils ne veulent pas. Ils nous rappellent, à juste titre peut-être, le précédent du Kosovo, où nous avons créé la partition de l'ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, la Crimée est ukrainienne. Il s'agit de marquer le pouvoir ukrainien. Et si les Criméens votent le rattachement à la Russie? Mais quel Criméen? Je veux dire, il y a un gouverneur qui s'est autoproclamé. La décision qui a été prise est complètement illégale et encore une fois viole le droit international. Et on ne peut pas avoir comme ça des gens qui sortent de nulle part et qui s'autoproclament gouverneur de la Crimée. Est-ce que vous croyez que les Américains accepteraient la présence d'une base militaire russe à leur porte, franchement? Pourquoi penser qu'une base américaine va être installée, sauf si Parce qu'il a été question de rattachement à l'OTAN à un certain moment. Sauf si Kiev le demande, le demande. Kiev l'Ukraine est un pays souverain qui peut prendre des décisions. Il ne s'agit pas pour les Américains ni pour quoi que ce soit de venir imposer ses troupes en Crimée ou dans le reste de l'Ukraine. Donc le problème il est là. Le problème il est que aujourd'hui nous avons un pays qui est complètement divisé sur son sort, sur son destin, une Russie qui effectivement est dans une stratégie d'annexion et de restauration de son empire soviétique, et face à cette situation, eh bien, le monde ne peut pas rester silencieux. Mais alors la fermeté, c'est quoi? Vous n'allez pas faire la guerre. Madame Tymoshenko dit il faut être beaucoup plus ferme et pourquoi pas menacer les Russes d'action militaire. Vous n'allez pas faire la guerre à la Russie. Il aurait fallu agir très très vite et bien avant. Aujourd'hui, eh bien évidemment, il faut mettre en pratique les sanctions. Il ne suffit pas de les annoncer. Quand on parle de sanctions et que ça fait des semaines, les sanctions, c'est les gels des avoirs, par exemple. Les sanctions, c'est les restrictions sur les visas. Mais ça avait été annoncé vis-à-vis du pouvoir ukrainien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les accords de coopération qui peuvent être suspendus. Il y a aussi effectivement les réunions internationales où on n'est pas obligé de participer. Il faut mettre vous savez, en diplomatie, il ne s'agit pas tout de suite d'envoyer l'armée, comme le fait
les Russes. Il s'agit d'utiliser la palette d'actions possibles, diplomatiques d'abord, qui existent, mais encore faut-il les utiliser et ensuite les mettre en pratique. Le peuple de Crimée demande le rattachement à la Fédération de Russie, il faudrait que le peuple de Crimée le demande. Mais pour l'instant, le 16 on a des lors soldats. De ce référendum, le peuple criméen, les Criméens le demandent. Vous faites quoi? Alors, le peuple de Crimée, moi je ne connais au regard du droit international que le peuple ukrainien. Déjà. Et j'aimerais savoir quelle est la légitimité de ceux qui se réclament du peuple de Crimée. Quelles sont les règles qui ont fait que tel ou tel se retrouve gouverneur ou représentant du peuple de Crimée. On a déjà un problème de base qui est un problème de droit constitutionnel, tout simplement. Et bien sûr de droit international. Oui. Bien, Ramayad, bon, la situation est grave, là. Sérieuse, très sérieuse. Où est l'Europe? Vous êtes une Européenne convaincue, vous, Ramayad? Oui, mais cette Europe, elle est... Est-ce que quand vous entendez le président de la République, j'ai écouté son intervention hier à Bruxelles, est-ce que vous êtes convaincue? L'Europe est restée silencieuse et spectatrice pendant 3 mois de cette crise. Ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est que lorsqu'elle a voulu réagir, elle s'est fait déborder par les Américains. Et on est revenu à une relation États-Unis-Russie comme pendant la guerre froide. Et donc elle a perdu la main. Et ensuite, quand elle a réagi, on n'a pu que constater la mollesse de sa réaction, la faiblesse de sa réaction. En plus, elle est divisée, l'Europe. Il y a pourtant une chef de la diplomatie européenne, Madame Ashton. Oui, mais enfin... Où est-elle? Que fait-elle? On arrête les plaisanteries. L'Europe n'a pas de voix politique sur la scène internationale. Alors que c'est la première puissance économique du monde, elle n'arrive pas à être à la hauteur sur le plan politique et diplomatique. Il ne faut pas s'étonner après que les gens se demandent à quoi sert l'Europe. Mais il y a aussi une responsabilité des États-nations, si je puis dire. Quand on choisit ces représentants là pour porter la voix de l'Europe, ces États savent ce qu'ils font. Ils ont voulu peut-être des personnalités qui ne leur feraient pas d'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que les nations continuent à exprimer la voix de l'Europe. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'on aurait pu choisir des anciens premiers ministres, des anciens présidents de la République avec une voix qui porte, respectée sur le plan international, connue sur le plan international. C'est pas le choix qui a été fait. Et ça, c'est de la faute de l'Europe et c'est de la faute des États. Mais y a-t-il aussi parmi les nouveaux soutiens au pouvoir actuel à Kiev, n'y a-t-il pas aussi des extrémistes, des fascistes, des antisémites? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que dans ce type de révolte, on a évidemment des forces, extrémistes qui font de l'agitation. Mais ce qu'on a vu sur la place Maïdan, c'était bien au-delà. Ils n'étaient pas forcément majoritaires et les Ukrainiens ont besoin d'avoir cet accord d'association avec l'Europe. Et je vais vous dire, aujourd'hui, dans la situation actuelle, ils ont besoin d'argent aussi. Ils ont besoin de cash. Il y a des factures à honorer. L'Europe a décidé il faut notamment payer le gaz russe. 11 milliards. Mais il y a aussi des réformes à mener dans l'économie ukrainienne, au-delà même des factures immédiates à payer. Il y a une vraie réforme de l'économie ukrainienne à faire. Et donc, il faut que l'Europe soit en capacité d'offrir un projet politique. Alors, il y a précisément un accord qui avait été trouvé le 21 février. C'est toute l'origine de la crise, c'est-à-dire l'accord d'association aujourd'hui doit prendre sa pleine mesure avec l'Ukraine pour que les Ukrainiens se disent que l'Europe est une option politique pour eux et qu'il n'y a pas que la Russie. Voilà. Alors un mot sur l'Europe, je quitte la crise ukrainienne, un mot sur l'Europe et sur les remarques de la Commission européenne sur la politique conduite en France. Vous avez vu, nous sommes vraiment sous surveillance renforcée même maintenant, Ramayad. Logique, c'est quoi? C'est Bruxelles qui commande, qui dirige? C'est d'abord l'échec de l'économie française, c'est-à-dire d'un pouvoir socialiste qui, en effet, depuis qu'il est là, n'a pas réussi à réformer l'économie française. On le voit actuellement d'ailleurs avec l'enlisement des discussions sur le pacte de responsabilité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons... Un accord a été trouvé sur le pacte de responsabilité. Oui, j'attends de voir parce qu'il y aura des rendez-vous justement pour faire le point et tout le monde n'est pas dans cet accord au niveau aussi bien des syndicats que des branches. Selon vous, il fallait exiger des contreparties? Il faut exiger des contreparties? À mon avis, il ne faut pas lâcher 30 milliards de baisse de charges sans qu'il y ait derrière des créations d'emplois. Donc oui, il faut des contreparties. Oui, vous dites oui. Bien sûr qu'il faut des contreparties. On dit oui. Moi, je dis oui, il faut des contreparties. Parce que il est important aujourd'hui qu'il y ait des créations d'emplois. Il est important que les salariés soient pris en compte dans ce pacte de responsabilité. Or, le problème, c'est que les syndicats ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Vous êtes plus à gauche que le gouvernement en place, dites-moi. Je donne mon opinion, elle est personnelle.
parallèles. Mais ce que j'observe, c'est que on nous a parlé de contreparties, mais on ne sait pas lesquelles. Il n'y a pas d'objectifs chiffrés. Alors, je ne dis pas qu'il faudra des objectifs chiffrés, néanmoins, et c'est ça qui me différencie peut-être de ceux qui sont le plus à gauche, parce que effectivement, moi, je suis partisan d'une économie assez libre, mais néanmoins, assez libre, ça ne doit pas se faire au détriment des salariés, dont il faut prendre en compte, ou des salariés ou des chômeurs, dont il faut prendre en compte la situation de précarité. Donc on est là sur un rendez-vous majeur. Le gouvernement, quelque part, s'en est défaussé en disant maintenant c'est aux partenaires sociaux de régler le problème. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, l'accord, il est fragile. Et je ne donne pas cher des accords de branche. Avec toutes les branches, on en a des centaines en France. Je mets au défi quiconque va réussir à faire appliquer le pacte de responsabilité avec contrepartie dans chacune de ces branches. Bon, Ramayad, l'affaire Buisson, d'où ça vient selon vous? Vous ne savez pas, mais d'où ça peut venir? Est-ce que c'est un complot? Certains disent c'est un complot venu des socialistes. D'autres disent c'est pour abattre Nicolas Sarkozy, l'empêcher de revenir. D'autres encore disent ce sont des rivalités personnelles. Je n'en sais rien, mais il y a des questions qui se posent. Qui a fait fuiter ces documents? Dans quel intérêt? Est-ce qu'il n'y a que des anecdotes avec des jugements sur tel ministre dans ces cassettes? Ou bien est-ce qu'il y a des choses qui touchent aux intérêts essentiels de l'État? Et dans ce cas-là, est-ce que ces documents peuvent tomber entre les mains d'ennemis de la France? Vous voyez, c'est là que ce serait grave. C'est-à-dire tant qu'il s'agit que de conversations assez informelles qui, au fond, mais encore, il s'agit quand même de ce qui est choquant et scandaleux, c'est que l'un des plus proches conseillers du président de la République faisait fonctionner son dictaphone dans des conversations privées. Ouais. Voilà. Vous vous méfiez lorsque vous étiez secrétaire d'État, vous méfiez de Patrick Buisson, de tous ses conseillers qui étaient autour de Nicolas Sarkozy? Pas de tous les conseillers, mais celui-là, oui. Et sa ligne politique surtout. Je vais vous dire, on parle de beaucoup de choses, des fuites, de qui est derrière, est-ce que c'est un complot? Mais il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est la dimension politique de cette affaire. Patrick Buisson est un idéologue en mission, qui a pour objectif, depuis le départ, de faire fusionner ce qu'ils appellent le bloc des droites, c'est-à-dire la droite républicaine et l'extrême droite. C'est-à-dire l'UMP et le Front National. Voilà, c'est une mission. D'ailleurs, aujourd'hui, les sondages d'opinion disent que les électeurs de l'UMP ou les militants de l'UMP ne seraient pas défavorables à une alliance avec le Front National. Ce que j'aurais pensé inimaginable il y a encore en 2007, au moment où je me suis engagé en politique. Et cette évolution-là, elle a été profondément politique. Nicolas Sarkozy n'est pas un conservateur. Nicolas Sarkozy n'est pas un extrémiste. Et la ligne Buisson, l'influence de cet idéologue en mission a conduit à ce que ce soit la fin de l'ouverture, la fin de la diversité, le départ des centristes. Il y a eu des conséquences politiques avec la présence de ce personnage au cœur de l'État. Et donc, Nicolas Sarkozy, qui est un homme de pragmatisme, qui avait réussi à faire la synthèse, pour parler comme M. Hollande, des droites, s'est retrouvé acculé dans une seule de ces droites, la plus conservatrice, la droite légitimiste, la droite des ultras, et de fait entérinant ce que je disais tout à l'heure, la fin de la diversité, la fin des centristes, la fin de l'ouverture, et donc la défaite Nicolas Sarkozy, influençable. Et c'est un homme, c'est-à-dire que Patrick Buisson, j'ai lu quelques interviews de lui, donne le sentiment d'être un homme intelligent, avec des références historiques. Et donc ça peut impressionner. Mais je n'oublie jamais que c'est un homme qui n'aime pas la République. Pour vous, c'est un homme d'extrême droite? C'est un extrémiste? C'est un homme d'extrême droite. Il dit qu'il n'est pas républicain. Il n'aime pas la République. Et quand vous voyez son influence, lorsque l'ancien président, à un moment donné, se retrouve à Longjumeau pendant la campagne présidentielle, il dit que peut-être que le Front National est soluble dans la République. Donc ça veut dire qu'il a eu de l'influence. Mais ce qui m'étonne, enfin, Nicolas Sarkozy n'est pas comme ça. Et donc c'est ce qui explique que des gens comme moi ne pouvaient pas être dans un dispositif pareil. Est-ce que vous pensez que ça va gêner Nicolas Sarkozy dans sa volonté de revenir? Je pense que qu'on l'on aime ou que l'on n'aime pas Nicolas Sarkozy, tout le monde s'accorde à dire qu'il est incontestablement la victime de cette affaire. Oui. Voilà. Et donc à partir de là, il est la victime de cette affaire. Bien sûr qu'il est la victime. Est-ce que ça pourrait l'empêcher de revenir, vous pensez? Non, je ne crois pas, parce que... Il va revenir, selon vous? J'en sais rien. On peut sentir une envie, mais après... Vous avez dit quand même, fin novembre 2013, sur Nicolas Sarkozy, bien sûr qu'il a envie de revenir, mais s'il revient pour conforter la déprime et accompagner un discours décliniste et populiste à la Patrick Buisson, il n'apportera rien. Voilà ce que vous avez dit. Oui, parce que ce n'est pas lui. Oui. Ça ne lui ressemble pas, et moi je n'aime pas les gourous. Et vous savez,
bon, manifestement, après cet épisode, il n'y aura plus de Patrick Buisson. Oui. Mais est-ce que le départ de Patrick Buisson signe la fin du buissonisme? Oui. Il faut aujourd'hui faire l'inventaire de cette ligne au sein même de l'UMP. Au sein de l'UMP, de la droite en général. Il faut faire l'inventaire aujourd'hui du buissonisme, en acter la fin, en faire l'inventaire. Et peut-être que la droite, avec ce départ, pourra trouver l'occasion de renouveler ses valeurs ou de les retrouver. Alors voilà. Patrick Buisson déclare Ramayad m'a sollicité pour ne pas être évincé du gouvernement en 2010. C'est vrai? Vous avez appelé Buisson pour ne pas être évincé? Non, jamais. Et donc il ment? Oui. Je ne l'ai jamais... Puis pour assister à un meeting en 2012? Jamais. Jamais? Jamais. Donc, non. Bon. Au contraire, on est venu me chercher parce que, rappelez-vous, en 2012, je soutenais Jean-Luc Borloo à la présidentielle et donc, quand il a rallié Nicolas Sarkozy, moi j'étais encore de l'autre côté en train de dire je ne rallie pas tout de suite. Donc, et quand on m'a proposé de faire des meetings et de parler dans ces meetings, j'ai pas voulu le faire parce que j'avais aux législatives un candidat UMP face à moi et je ne comprenais pas pourquoi je devais faire un discours pour l'UMP alors que j'avais un candidat contre moi. Donc ce n'est pas vrai. Non, mais voyez ce genre de méthode. Je veux dire, c'est absolument scandaleux. Je veux dire, je n'ai jamais eu cette démarche. Alors, j'ai eu la démarche au tout début de rencontrer les conseillers du président, évidemment, et donc lui, il n'a jamais voulu me voir, pour vous dire la vérité. Ramayad, vous n'avez jamais eu de communicant autour de vous, pourquoi? Vous vous méfiez ou pas? D'abord parce que j'étais dans des secrétaires d'État à taille assez modeste, donc j'avais pas les moyens de les payer. Et puis ensuite, je n'ai jamais ressenti ce besoin. J'ai peur du formatage, du conformisme, parce que voilà, ils ont des méthodes qui sont un peu les mêmes qu'ils appliquent à tous les hommes politiques, quels qu'ils soient. J'avais peur d'être banalisé par ça. Et puis j'en ai entendu quelques-uns. Et dans votre livre paru, c'était à l'automne dernier, hein? Oui. C'est ça, Ramayad, le titre, c'était Carnet de pouvoir. Oui, c'est paru le 26 septembre dernier. Vous racontez la connivence. La connivence entre journalistes, entre hommes politiques. Non, c'est pas la connivence, c'est un même monde. C'est un même différence, quoi. C'est un même monde, parce que ce sont des acteurs qui se rencontrent tout le temps, qui ont besoin les uns des autres pour la transmission de l'information. Voilà. Mais pour les communicants, je vais vous dire, je dirais même les gourous, parce que Patrick Buisson avait ce rôle de communicant qui dépassait la communication et entrait en politique. Moi, vous savez, c'est pas parce qu'il a eu raison en 2005 sur le référendum, parce que c'est pour ça qu'il a cette autorité, que il doit avoir raison tout le temps. C'est comme si on considérait qu'un entraîneur de national qui a réussi à faire qualifier une fois son équipe en finale de la Coupe de France devait tout d'un coup présider ou diriger le PSG. Vous voyez, donc c'est pas du tout ça. Voilà. Bon, Ramayad, UDI Modem. Vous ne serez pas en tête de liste aux européennes. Hein. On vous a préféré un Modem. C'est Bayrou qui a pris la main, quoi. Non Manifestement. En fait, manifestement, oui. C'est le Modem qui a pris la main, quoi. D'abord, je n'étais demandeuse de rien. Oui, non, mais d'accord. Et je sentis que l'UDI voulait vraiment et pendant des mois, on me l'a manifesté clairement, voulait vraiment que je sois candidate à ces élections européennes. Et plus largement, en Ile-de-France. Plus largement, on réclamait même 4 têtes de liste sur toute la France pour nous, puis 3 pour le Modem. Mais l'UDI n'a pas pu imposer sa volonté. C'est le Modem qui a imposé sa volonté à l'UDI. Ben oui, c'est-à-dire que le Modem a dit, voilà, ça vous fait enrager, ça, hein, je le sais. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, j'ai toujours dit. Ah bon? Vous savez ce que je pense de cette alliance électorale. J'ai toujours dit qu'elle était nécessaire, mais j'ai toujours demandé des clarifications et que ce soit sur une relation équilibrée et qu'on ne peut pas avoir d'un côté ceux qui exigent et de l'autre ceux qui sont priés de se soumettre. Voilà. Au municipal, un second tour entre un candidat socialiste et un candidat FN, vous faites quoi? Je fais quoi? Je voterai pour le socialiste à condition que ce soit pas un pourri, un corrompu, voyez, c'est-à-dire pas à n'importe quel prix. Sinon, je préfère m'abstenir. Merci Ramayad, il est 8h56. Merci d'être venu nous voir.